Voici Jacques, ancien déporté, qui a la grande gentillesse de répondre à nos questions pour le collège et lycée de Watford Grammar School for Girls. Alors Jacques, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez été arrêté alors que vous n'êtes pas juif? Eh bien, déjà, j'avais l'âge de partir au STO, c'est-à-dire au service de travail obligatoire. Les Allemands prenaient tous les jeunes de 19 et 20 ans pour aller travailler de force en Allemagne pour l'effort de guerre allemand, pour l'effort de guerre d'Hitler. Et le Français qui n'admettait pas que l'Allemand soit chez lui a cherché par tous les moyens d'abord de ne pas aller travailler pour les Allemands, de rester en France par n'importe quel moyen. Certains pour ne pas partir en Allemagne, du STO par exemple, puisqu'ils partaient tous en Allemagne, prenaient le maquis. Ce qu'on appelle le maquis, c'est-à-dire qu'ils partaient se réfugier chez des familles assez éloignées des villes, dans des forêts. Ils prenaient dans ces entreprises qui travaillaient dans des forêts ou sur des grands terrains où on n'avait pas accès facilement. Donc ils se cachaient et c'est ce qu'on appelait les maquis. Et donc j'étais désigné pour partir pour un prochain STO. Mais au sein de la police, nous avons organisé un service de résistance. C'est-à-dire que nous servions surtout de renseignement pour le déplacement des troupes allemandes, qui étaient signalées à Londres par radio, pour le déplacement des troupes. D'autre part, nous aidions les Français qui avaient besoin de circuler, entre autres les Juifs qui avaient besoin de se cacher. On apprenait que telle famille était désignée pour être arrêtée ou pour partir en Allemagne. On s'arrangeait pour les prévenir, mais pour avoir de la viande, pour avoir des pneus de bicyclette, pour avoir des choses comme ça, on était privé de tout, des chaussures. Il fallait des tickets. Donc des tickets qui étaient délivrés par les mairies. Alors donc nous étions chargés de distribuer ces tickets et on demandait toujours plus que ce qu'on avait besoin vraiment. Et ces tickets-là partaient vers les maquis, donc pour l'alimentation des jeunes. On a été dénoncés. Nous avions fait un groupe de la police pour faire ce travail de jour comme de nuit, parce que nous savions aussi en France c'est interdit de circuler la nuit. Par contre, comme nous faisions des contrôles de nuit, nous permettions à ces personnes qui étaient recherchées à circuler la nuit. Nous les aidions à circuler la nuit pour faire ce qu'elles avaient, à faire se sauver des Allemands. Et notre groupe a été dénoncé. Emprisonné à Compiègne. Donc à Compiègne, nous avons été interrogés par la Gestapo. C'était la matraque, c'était tout un tas de choses. Ils n'ont jamais pu connaître ceux de résistance d'à côté à qui nous fournissions les renseignements. Nous n'avions pas été jugés, ni interrogés, ni jugés pour être condamnés à quelque chose, mais les troupes alliées débarquant sur la Normandie, les Allemands ont décidé de vider toutes les prisons. Une centaine, des fois 80, 90, 100 wagons à bestiaux, avec un bidon au milieu qui nous servait pour les petits besoins, tous entassés, debout, on ne pouvait pas s'asseoir. Ça a duré 4 jours et 4 nuits, sans boire, sans manger. C'était au mois d'août. Il y en avait qui devenaient fous. Il y en avait qui appelaient leur mère. J'ai vu des gars qui déclamaient des vers au bord du tonneau dans lequel nous faisions nos besoins. Puis ce tonneau il se remplissait vite, il débordait. Alors on a vécu dans les excréments, tout ce qu'on veut, pendant 4 jours et 4 nuits comme ça, jusqu'à l'arrivée de Bourg-en-Noir. Un jour, on a rassemblé une liste parmi lesquelles je figurais, et on nous a habillés en rayés, parce que là, puisqu'il a j'aurais pu raconter la douche, la soif, la faim, tout ça. Et on était revêtus avec des sortes de loques
pensez pour des infections. Des fois qu'on aurait rendu malade à la bouche, il avait un grand saut de grésil, un pinceau, tu passais tout nu, tu passais sur les bras, sur les jambes. Et allez, hop, passe. Quand on a été habillés, après ils nous ont donné des tenues rayées, bleu blanche là. Mais au début, ils donnaient une culotte, il y avait des gars, les culottes, ils en auraient mis deux dedans. On fallait prendre ce qu'ils nous donnaient. Puis après, on a eu les tenues rayées. Mais je l'ai porté un an. Les autres étaient habillés des trochards. Alors on nous a revêtus de la plume bagnard, la plume bleue et blanche rayée. On nous a donné un matricule, moi c'était le 78-617, Arthur Zixudor Zipsen, parce qu'il fallait le savoir en allemand. Si tu ne le savais pas en allemand, tu te faisais matraquer. Et du coup, comment on l'a cousu, il fallait que ce soit cousu sur la poche et sur le pantalon. Ici, il y avait un triangle rouge. Dans ce triangle rouge, c'était le triangle des portées politiques, c'est-à-dire les résistants, les maquisards, les gens qui étaient comme otages, et y compris quelques truands. Le Buchenwald n'était pas un camp d'extermination, c'était un camp de travail où il réquisitionnait tous les hommes capables de travailler pour les emmener chez eux en Allemagne. Parce que le camp de Buchenwald n'était pas qu'un camp, tout autour du camp de Buchenwald, c'était des usines, et toutes des usines d'armement, donc pour travailler pour l'armement allemand. Alors donc, ces hommes en Allemagne étant capables de travailler étaient sur les fronts, puisque partout il y avait le front russe, il venait d'y avoir le front français, donc il n'avait plus assez de gens pour travailler dans ces usines, et il les ramassait, il venait les chercher dans tous les pays autour de l'Allemagne. On était envoyés dans des commandos extérieurs. Ce qu'on en est, les commandos extérieurs, on détendait toujours du camp pour la nourriture. On est parti travailler dans des mines de sel. On nous a fait travailler à 460 mètres sous terre pour faire des usines souterraines, pour que les bombardements que pouvaient faire les Alliés ne pouvaient pas intervenir à 460 mètres de profondeur. Mais nous subissions le travail, les heures de travail et la nourriture qui étaient fournies au camp. Vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que j'ai été, c'est 10 mois, si on peut dire, sans un bout de savon, sans une chaise, un siège pour s'asseoir, de 4h30 du matin à 10h le soir. Et dans ces mines de sel, nous avons été 8 mois. Et dans ces 8 mois, parce qu'ils nous donnaient peut-être 10 à 15% de nourriture, et le reste, c'était notre corps qui fournissait les derniers calories, si on peut dire, jusqu'à temps qu'on... par exemple, on touchait que un petit bout de pain le matin, 2 rondelles de saucisson, tout ça pour une journée de 12 heures. Le midi, journée continue, pour les SS, eux, ils cassent la croûte, mais nous, on travaille. Alors, pendant ces 8 mois-là, il y a eu environ dans les 150 morts, de 140 à 150 morts du commando des 500. Et puis on partait le matin et on revenait le soir. Et une semaine de nuit, une semaine de jour. Le matin, on partait avec un verre de café. Et puis un pain coupé en 4. Et puis après, ils l'ont coupé en 6. Puis après, la veste que l'on avait, il n'y avait plus de manches, il n'y avait plus de moutons, il n'y avait plus rien. Moi, je l'ai foutu dans le coin dans un bois de sapin en Allemagne, ma veste. Parce que c'est des prisonniers de guerre qui m'ont ramassé. Et ils m'ont lavé, on est peut-être pourri de peau. Les poules nous avaient mangé la viande là. Les poules qui sont petits doigts.
les jambes, il vu longtemps. Hein. Ah oui. Sur les jambes, il vu longtemps. Et moi, j'allais Et environ. des creux. On faisait ça. Mais le lendemain, il y a autant. Dans les lits, c'était pourri de poux. On n'avait pas de savon, on n'avait rien. Un mauvais passage. Le 11 avril 1945, nous sommes partis pour les marches de la mort, c'est-à-dire que les troupes alliées se rapprochant des commandos qui étaient éparpillés autour, ils ont décidé de tous ces commandos-là de les faire revenir vers le camp central, espérant, étant au camp central, d'empêcher les troupes alliées d'avancer. Et alors donc nous sommes partis au mois d'avril sur les routes de la route allemande à pied. Et j'ai toujours eu un moral d'enfer. Ah oui, il a toujours. Mais à la fin, ça aurait duré 2 jours de plus. Ils nous tuaient tous. Ah oui. Oui, oui. On ne pouvait plus marcher. Quand on peut plus. Il y avait un monsieur que je connaissais bien. Il travaillait avec moi, un docteur. Je ne me rappelle plus de son nom. Il marchait, puis dans les fins d'avril, là, il ne pouvait plus marcher. J'ai dit, mais faut marcher. Il y en a qui étaient bien nus. Ah ben, il dit, oui, mais t'es docteur, il dit, je sais pas si je suis très mal. Puis un jour, il a tombé sur la route. Puis il y avait 2 boches derrière qui ramassaient eux. Alors il dit, allez, marche, allez, l'autre. Tu marchais pas. C'est comme ça qu'il traitait. Ah oui, c'est pas été au camp. Avec ses enfants, ses petits-enfants. Oh, quel courage. Oui. Quel courage. Ah ben, ils se sont bien demandé comment on a fait pour marcher 400 km. Ils ont fait quelques kilomètres sur le parcours qu'on a fait. Mais ils mangeaient là. Que nous, on ne mangeait pas. Quand on faisait une arrêt, on arrachait les pissenlits. On mangeait comme ça. Moi, un jour, pendant l'exode, là, c'était au mois de mai, début mai, il y a un Allemand qui se met de l'orge, le tracteur, le cheval, l'armox, sur le bord du chemin où on passait. Et puis il y avait une grande bassine d'orge. On n'avait pas le droit de prendre qui que ce soit. Puis il y avait le bois à la droite, puis à gauche c'était la plaine. Et à tout coup, il n'y a pas de gardien par là, on ne va pas se sauver à la chambre. Je prends 2 poignées d'or, je prends ça, il me met en poche. Oui, mais il y en a qui m'a vu. Il me pire pour la main. Il y avait le numéro 80 980. Il prend son crayon. Quand il marquait la pause après, t'étais fusillé. Oh putain. Là, il a passé. Les gars qui étaient avec moi, ils disent, toi, il va te tuer. Ils vont te tuer. Ça m'avait fâché, je dis, vers le gros gueule. C'est pas Eh ben, on entendait que l'artillerie russe. Je pense que le gars, il a dit, un de plus haut de moi. Il m'a pas tué. Parce qu'il avait mis mon numéro là. Et à la pause après, il venait te chercher. Entre le mois de septembre et le mois d'avril, il y avait déjà un sang qui était enterré ou passé au crématoire là-bas à Sassou. Donc on est parti à 400 et ceux qui sont arrivés au bout étaient à 63. On compte une soixantaine d'évadés encore de route, dont je suis. Parce que si je ne m'étais pas évadé, je ne serais pas là. Et donc, vous voyez, il y en a à peine 200 qui sont arrivés à bout sur 400 partis. Ceux qui ne pouvaient plus marcher, on ne les soignait pas, on les abattait. C'était une balle dans la tête. On a eu 2 comme ça, qui ont pris des lapins dans une ferme. On était fait enfermer le mur à la ferme. Et puis ça a amené une bagarre avec les autres qui voulaient un bout. Les boss sont venus, à coup de canne, fusil dans le ventre. Les gens se sont écartés, puis ils nous fouillaient 2 qui avaient du lapin dans leur poche. Alors il y en a un, ils l'ont amené à côté de nous, on était à haut.
mis la tête sur une bille sur un pied de sapin qui avait été abattu. Ils ont pris les sapins comme ça. Ils ont écrasé la tête sur la bille là. Et puis l'autre, je me rappelais bien des noms. Ils l'ont emmené, ils l'ont pendu là. Ils l'ont pendu. On l'a entendu gueuler, mais on ne savait pas, on ne voyait pas. Les deux sont venus chanter. Oui, mais l'autre, il dit, ben, on est pas là. Des fous, c'est même pas des animaux, c'est un cheval. Si tu le traites bien, il va être tes amis comme tout. Mais eux, on avait un grand capitaine et lui, il était marqué de partout. Il s'en est tiré. Mais dès qu'il y avait quelque chose, il tombait dessus. 3-4 coups de crosse sur la gueule. Il avait les bosses comme ça. Et bravo, il est mort depuis, mais il a tenu le coup. Il était infâme, je crois. Ah oui, c'est le premier congrès qu'on a fait. Oui. Je me rappelle plus de son nom. Bon, c'était le moral. Moi, je me rappelle, j'avais 18 ans, j'étais pas changé de famille. Je sortais d'une école militaire où j'avais été mené quand même à la dure. La discipline était dure. J'ai toujours été habitué à me débrouiller. Hein. J'avais une certaine résistance physique. Alors peut-être, et puis j'ai la par chance. Il a pas de chance. Tu passes là, tu passes là, tu passes pas. Si tu fais un écart ou n'importe quoi, ou tu passes, si tu regardes un essai de travers, il tape sur la gueule. Jusqu'à la fin d'une tristesse incroyable, c'est que quand je rencontrais mon père à Saint-Antoine-la-Forêt, dans mon petit village, c'était un dimanche, il faisait beau, il faisait une marche à pied, et une personne qui m'avait pris le train dans sa voiture pour me conduire chez mes parents, je rencontre mon père que je vois de loin et je n'ai pas osé descendre. Alors le chauffeur est averti que j'étais dans la voiture. Quand je me suis présenté à mon père, la parole qu'il a dit à des personnes, j'aurais préféré qu'il me le tue que de me le rendre comme ça. Toutes les personnes, les jours qu'on est rentrés, se mettaient à pleurer. Pensaient qu'on allait mourir dans la journée. Et nous, on n'avait pas fait tout ça pour mourir. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, personnellement, bon, quand je suis rentré, j'avais 19 ans. J'ai aucune chose. C'était mordre dans la vie. Mordre dans la vie. Je voulais vivre. Et surtout oublier. Je ne voulais pas parler. Je n'en parlais jamais. Mon costume rayé de bagnard, là, quand on était libéré à Naberg, je l'ai balancé. Je n'ai pas pensé qu'un jour, ce costume, on en parlerait. Alors pourquoi témoigner maintenant? Voilà, j'ai été 60 ans sans parler. Pourquoi? Parce que voilà, quand nous sommes arrivés comme des cadavres, il n'y a pas plus de 100 personnes qui nous ont vus. Hein. Et puis tout de suite, au bout de quelques jours, on a tellement repris, parce qu'on mangeait, qu'on a repris très vite. Et puis là, au moment qu'on a repris un peu normal, les gens ne nous ont pas cru. Donc, et il y avait aussi de notre côté les cauchemars épouvantables qu'on avait toutes les nuits, tout ça, c'est épouvantable. On voulait aussi oublier nos souvenirs de tristesse, tout ça, nos pauvres camarades, tout ça qui était resté. Alors, pendant 60 ans, si vous voulez, même des personnes que je connaissais très bien, ils ne savaient pas que j'avais été déporté. Et au bout de 60 ans, j'ai eu un malheur dans ma famille. J'ai eu mon fils qui s'est malheureusement suicidé et qui m'avait demandé d'écrire mon mémoire de mes souvenirs. Et je ne l'ai pas fait de son vivant. C'est pour ça que j'ai décidé de l'écrire
tel que vous ai offert ce mémoire. J'aimerais bien que les Français qui sont chez nous, que les professeurs, ils les mettent au courant de ça. Il faut éviter la guerre. Et maintenant, vous voulez bien témoigner, raconter. Qu'est-ce qui vous motive à raconter ces souvenirs très, très difficiles? J'aime pas trop parce que des fois c'est à la nuit, ça revient ça. Mais bon, j'essaye de passer par là-dessus.